Bien, je pense qu'on va commencer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire sur la question de la gestion intégrée de l'eau et des milieux aquatiques et de l'AMI, donc l'appel à manifestation d'intérêt qu'on a mis en place depuis l'année dernière et pour lequel on relance une session cette année. Bienvenue, je suis Anne-Lise Fréau, chargée de mission territoire et eau à l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. Et donc en charge de cette organisation de l'AMI et de son animation. Et aujourd'hui, je suis accompagnée par ma collègue Emma Aubert, qui est l'une des deux animatrices du réseau régional des gestionnaires de milieux aquatiques à l'Arbe, et par Aurélie Refinati, qui est directrice du service transition écologique des territoires à l'Arbe. Alors Emma gérera les problèmes techniques éventuels, donc n'hésitez pas à lui en faire part en utilisant le volet discussion. Et puis, elle reformulera aussi les questions que vous voudrez bien inscrire dans ce volet, si vous en avez, au cours du webinaire. Donc, je rappelle quand même que ce webinaire est enregistré, et donc, si vous ne voulez pas apparaître à l'image, gardez vos caméras éteintes. Je vais vous mettre sous les yeux le programme du webinaire, donc avec un mot d'ouverture de la part de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, un mot de la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et également de l'Arbe. Ensuite, je vous présenterai le dispositif d'accompagnement collectif. Et puis ensuite, deux témoins issus de deux collectivités qui ont participé à l'AMI l'année dernière. La communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venessin avec François-Xavier Hubert, directeur des services techniques. Et puis la métropole Aix-Marseille-Provence, territoire du pays d'Aubagne et de l'Étoile, avec Patricia Spano, chef de projet développement aménagement, et nous devrions clôturer ce webinaire aux alentours de 16 h. Donc, si vous le voulez bien, nous allons commencer par les mots d'ouverture. Je passe la parole à Philippe Pierron, de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, chef du service planification affaires régionales, redevances et études. Oui, merci Anne-Lise et bonjour à toutes et à tous. Donc, juste un tout petit mot d'introduction et après, je vous laisserai en compagnie de Katiana Valentini qui va suivre cette réunion pour l'Agence de l'eau. Simplement, vous constatez avec vous qu'il y a eu une grande mouvance depuis ces dernières années sur les compétences dans le domaine de l'eau. Alors, sur l'eau potable et l'assainissement, bien évidemment, mais aussi sur la gestion des cours d'eau et commence à apparaître aussi sur la question de la gestion des eaux souterraines. Donc, on a des compétences qui étaient jusqu'à présent plutôt attribuées aux communes et qui maintenant glissent tout doucement vers une attribution vers les EPCI. Et avec le changement climatique qui est à l'œuvre déjà sur nos territoires, hein, on l'a constaté avec des phénomènes extrêmes. Il nous a paru fondamental d'arrêter d'aborder la question de l'eau en politique à part, en silo en fait, et d'essayer de l'allier aux autres enjeux, aux autres compétences que chacun de vous, en tant que PCI, vous pouvez avoir. Afin qu'elles deviennent non pas un élément contradictoire, contradictoire, mais qu'elles deviennent bien une clé d'entrée des différents projets d'aménagement que vous pouvez avoir. Donc dès 2020, on a souhaité lancer cette initiative en partenariat avec la région et avec l'Arbe pour faire en sorte que tous les services d'une même collectivité puissent monter en compétences dans ce domaine de l'eau ensemble et puissent réfléchir ensemble aussi sur tous leurs projets d'aménagement qu'ils pourraient avoir dans le futur. Donc en intégrant bien cette question de l'eau dès le départ. Moi, je souhaite remercier également les deux communautés de communes, enfin la communauté d'agglomération Ventoux et puis la métropole,
de témoigner de ce qu'ils ont vécu l'année dernière pour vous donner envie de participer. Et j'espère que vous serez nombreux à répondre à cet appel à manifestation d'intérêt pour qu'on puisse ensemble progresser sur la protection de la ressource en eau et son partage. Merci. Merci Philippe. La parole est maintenant à la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec Marlise Tournou, chargée de mission à la direction de l'agriculture, de la forêt et de l'eau, et au service eau et risques naturels. Est-ce que Marlise, tu nous entends? Je réactive mon micro. Voilà. Bon, là. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend très bien. Bonjour à tous. Donc, je suis Marlise Tournou. Donc, je travaille au service eau et risques naturels de la région Sud. Je suis référente thématique sur la gestion intégrée de l'eau et des milieux aquatiques et j'interviens sur le département du Var, hors secteur de la métropole de Toulon, pour accompagner les projets dans le domaine de l'eau et des risques naturels. Donc, l'eau est au cœur du développement économique et de l'aménagement du territoire de PACA. Elle constitue à la fois une source de vie, un vecteur de développement et un élément structurant de l'aménagement des territoires. Sans eau, il n'y a pas d'aménagement du territoire. Ça, tout le monde le sait. Cette deuxième édition de l'appel à manifestation d'intérêt, donc en direction des EPCI, est importante pour nous car les enjeux de l'eau sont au cœur des différentes politiques publiques que vous êtes amenés à conduire dans le domaine de l'aménagement, du développement économique, du tourisme, de l'urbanisme, de l'assainissement, de l'eau potable. Et il est fondamental de décloisonner les approches, de développer une vision intégrée des enjeux de l'eau et d'articuler la politique de l'eau avec les autres compétences des collectivités pour justement construire des projets de territoire plus résilients et plus durables. Donc, la région Sud mène depuis longtemps une politique volontariste dans le domaine de l'eau et des risques naturels majeurs, en lien avec ses compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique et de la protection de la biodiversité, ces compétences y ont été renforcées par la loi NOTRe. Au titre de ses missions de planification, la région a élaboré un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le SRADET, qui a été approuvé en octobre 2017 et qui comporte plusieurs dispositions et plusieurs règles dans le domaine de l'eau et des risques. Il s'agit de mieux prendre en compte les enjeux de l'eau dans les documents d'urbanisme et les projets d'aménagement. Ce sujet, qui est crucial, fait l'objet d'une journée technique dans l'accompagnement collectif que nous vous proposons. La région, suite à sa candidature, a obtenu également par décret en juillet 2018 une mission d'animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques, suite aux possibilités offertes par la loi NOTRe. Après la région Bretagne, la région Sud est la deuxième région à avoir obtenu cette nouvelle, entre guillemets, compétence, qui concerne aujourd'hui 4 régions françaises, donc la Bretagne, la région Sud, la région Grand Est et la région Pays de Loire. La région met en œuvre cette animation stratégique à travers la présidence et l'animation d'un Parlement régional de l'eau qui est l'Agora, ce qu'on appelle l'Agora en fait, qui est une instance de réflexion, de débat et de gouvernance régionale sur l'eau. La composition des instances de l'Agora a été révisée en 2020 et 2021 pour intégrer plus de représentants des métropoles et des intercommunalités et tous les présidents des commissions locales de l'eau et des EPTB, justement pour renforcer cette prise en compte de la problématique de l'eau au niveau régional. La région a également élaboré une stratégie régionale en réponse aux enjeux du changement climatique à travers le plan climat, Gardons une COP d'avance, qui a été voté en avril 2021 et qui fait suite au premier plan climat qui avait été voté en 2017. Ce plan climat, Gardons une COP d'avance, comporte un objectif spécifique dans le domaine de l'eau et des actions dédiées dans le domaine de l'eau. La région mobilise environ 18 millions d'euros par an au titre de la politique de l'eau, de l'hydraulique agricole et des risques naturels. Enfin, la région est également autorité concédante de la Société du Canal de Provence et à ce titre, elle est compétente en termes d'aménagement hydraulique régional. La région intervient dorénavant exclusivement sur les thématiques relevant du grand cycle de l'eau, à la différence du petit cycle qu'elle a abandonné en 2015. Donc, les thématiques du grand cycle de l'eau, à savoir la gestion intégrée de l'eau et des milieux aquatiques par bassin versant, la gestion durable de la ressource en eau, superficielle et souterraine, la préservation de la biodiversité aquatique, les agements hydrauliques via la concession régionale du canal de Provence et l'hydraulique agricole.
Face aux enjeux climatiques et aux défis du changement climatique dont les impacts seront particulièrement importants en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et qui sont déjà tout à fait visibles, la gestion de l'eau doit irriguer les autres politiques publiques. Et cette articulation est nécessaire et une clé de réussite pour construire des projets de territoire plus résilients. C'est l'objectif de cette AMI et nous vous espérons nombreux à candidater à cette AMI. Et également, je remercie les 2 EPCI qui ont accepté de témoigner à ce webinaire pour justement vous inciter à candidater à cet appel à manifestation d'intérêt. Merci. Merci Marlise. Je passe la parole maintenant à Aurélie Ruffinati. On fait juste un petit changement de siège. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Donc, je me présente effectivement, donc Aurélie Ruffinati, donc je suis responsable de la direction de la transition écologique des territoires à l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. Donc, j'excuse ma directrice Audrey Michel qui n'a pas pu être présente parmi nous aujourd'hui. Rapidement, quand même, pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce que c'est vrai que autant l'Agence de l'eau et la région sont peut-être plus connues, mais pour ceux qui ne connaissent pas, la RBE, donc l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement, c'est une structure qui est partenariale, une structure partenariale régionale qui regroupe la région, les départements des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse, des intercommunalités comme le Grand Avignon ou la métropole de Nice-Côte d'Azur, et des partenaires de l'État, donc notamment l'Agence de l'eau, aujourd'hui présente avec nous, l'Office français de la biodiversité, l'ADREAL ou encore l'ADEME. Une de nos missions est d'accompagner les territoires de la région à la transition écologique et à la préservation de la biodiversité. Donc, depuis plus de 40 ans, nous apportons appui et nous accompagnons et apportons et outillons aussi les collectivités sur ces sujets, et notamment sur le volet de l'eau, où l'on voit vraiment la nécessité d'aborder l'enjeu de l'eau de façon transversale. Je ne reviendrai pas sur ce que vient de dire M. Pierron ou Mme Thoiroux sur l'importance de la transversalité de l'eau. Historiquement, nous sommes une agence qui était positionnée sur l'assainissement. Et puis rapidement, on a pu voir qu'en effet, il y avait besoin d'élargir sur la question des milieux aquatiques, avec notamment la création du réseau régional des gestionnaires du milieu aquatique et de l'Observatoire régional, donc l'OREMA, de l'eau et des milieux aquatiques. Aujourd'hui, on voit aussi que l'importance de prendre en compte l'eau dans les projets d'aménagement. Et donc, nous avons développé, grâce à l'Agence de l'eau aussi, une mission là-dessus pour accompagner les collectivités sur l'importance de l'eau dans les projets d'aménagement. Pourquoi je détaille comme ça? Parce que le dispositif qui va vous être présenté par la suite reprend en fait ces 3 approches. Donc, à savoir un dispositif d'appui, donc un outil d'accompagnement à destination des EPCI, un dispositif également donc, qui aborde la gestion de l'eau de façon transversale, et vous verrez quand du coup Anise vous présentera les différentes, vous déclinera un peu plus le dispositif. Et troisièmement, je reviens sur cette notion de partenariat. C'est un dispositif qui a été construit avec les partenaires forts que sont l'Agence de l'eau et la région qui financent notamment cette action, et également avec de nombreux autres partenaires que nous avons donc sollicités pour co-construire ces journées de formation pour qu'il soit le plus, qui vous apporte, qui soit le plus riche possible pour vous. Voilà, je ne vais pas être plus long parce qu'après, du coup, je vais laisser la parole à Anne-Lise qui va vous détailler plus en détail ce dispositif. Voilà, merci Aurélie. On a changé de siège et du coup, on va poursuivre.
Alors, un AMI, pourquoi? Donc, un appel à manifestation d'intérêt, donc un appel à volontariat aux EPCI de la région pour participer à un dispositif d'accompagnement. Eh bien, pourquoi? Parce que l'eau est une ressource vitale, donc je ne vais pas détailler un peu tout ça, hein, tout le monde l'a bien en tête, qui conditionne le développement des territoires et leur attractivité, parce qu'on voit bien qu'elle manque de façon de plus en plus fréquente, alors que des épisodes de pluies violentes sont par ailleurs plus souvent responsables d'inondations, parce que toutes les prévisions indiquent aussi que cette situation risque de s'amplifier avec le changement climatique. Et donc, les territoires doivent s'organiser pour s'adapter, tout en renforçant leur capacité de résilience, alors que depuis plusieurs années, comme il a déjà été dit aussi, les communes et leurs groupements sont soumis à une refonte globale des compétences liées à la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Alors, comment les territoires peuvent-ils agir pour s'adapter? Alors, je ne sais pas si vous entendez le bruit qu'on a derrière nous. Il y a quelques travaux dans le bâtiment, donc désolée pour le bruit que ça peut engendrer. J'espère que ça ne vous gênera pas trop. Donc, comment les territoires peuvent-ils agir pour s'adapter? Bien sûr, leurs leviers d'action, ce sont leurs compétences dans les domaines de l'eau, du développement économique, de l'aménagement de l'espace. Et l'idée, c'est bien de les faire dialoguer entre elles, ces compétences, comme ça a déjà été souligné aussi au cours des mots d'ouverture. Je vous ai mis ici un petit tableau qui représente un petit peu les différentes compétences dans le domaine de l'eau qui sont exercées par les différents types d'intercommunalités. En ce qui concerne l'alimentation en eau potable, l'assainissement collectif ou non collectif, c'est bien sûr une compétence obligatoire pour les 3 types de collectivités, donc communauté de communes, communauté d'agglomération et métropole, avec une particularité pour les communautés de communes, puisqu'il y a possibilité de report de cette compétence, de cette prise de compétence à 2026, s'il y a opposition des communes, et c'est le cas pour un certain nombre de communautés de communes aujourd'hui. Pour les eaux pluviales urbaines, c'est obligatoire pour les communautés d'agglomération et les métropoles, mais facultatif pour les communautés de communes. Et pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, donc la GEMAPI, c'est une compétence obligatoire avec possibilité de transférer ou de déléguer un gestionnaire de milieux aquatiques. Et souvent, en général, ce sont des syndicats de rivières qui récupèrent cette compétence. Alors, j'avais envie d'illustrer un petit peu, c'est pour ça que je vous ai mis quelques photos de zones d'activité, d'illustrer cette idée de faire dialoguer les compétences entre elles en prenant un exemple d'une zone d'activité, qu'elle soit à créer ou à requalifier. Et on s'aperçoit rapidement que l'eau, c'est un élément très important à prendre en compte et dans sa globalité. Par exemple, quand on se pose les questions, peut-on apporter de l'eau en quantité, en qualité suffisante pour les différents usages qui en sont faits? Que se passe-t-il quand il pleut sur ce territoire? Est-ce qu'il y a des risques liés au ruissellement? Est-ce qu'il y a un cours d'eau qui pourrait éventuellement déborder? Et les questions d'eau usée, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que c'est géré? Est-ce qu'on peut raccorder les rejets domestiques, les eaux issues de process, sans pour ça provoquer de problèmes au niveau de la station d'épuration qui est en bout de réseau? Voilà autant de questions qui seraient vraiment intéressantes de se poser avec les différents acteurs réunis autour du projet pour anticiper les problèmes éventuels, en discuter, trouver des solutions et aboutir à un projet qui soit plus efficient, plus durable. Donc, il y a bien nécessité de mieux prendre en compte l'eau dans la globalité de ses enjeux et de ses usages pour favoriser la mise en œuvre d'une politique cohérente en impliquant les différents services sectoriels concernés par l'eau. Environnement, aménagement, développement économique, assainissement, eau potable. Et puis, il y a aussi nécessité de travailler en collaboration avec les autres acteurs de l'eau existants, et notamment avec les syndicats de rivières, qui sont des acteurs qui travaillent à l'échelle des bassins versants, avec une notion de solidarité amont-aval. On voit bien que la façon d'utiliser l'eau en amont sur un bassin versant a des impacts sur les territoires de l'aval. L'aménagement du territoire, bien sûr aussi, a des impacts sur les territoires. Et si on aménage et si on utilise la ressource de telle façon en aval, ça impactera également les territoires qui sont situés en amont du bassin versant. Alors, avant de
vous présenter un peu plus précisément cette AMI, je voulais faire un focus sur le changement climatique, l'eau et les milieux aquatiques en région, en vous donnant quelques éléments d'information qui sont issus, donc ce que je vais vous présenter là est issu d'une présentation qui avait été faite par le GREC Sud lors de la première journée de l'AMI l'année dernière. Le GREC Sud, c'est le groupe régional d'experts du climat en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, je vous ai mis l'adresse de leur site si vous voulez en savoir plus. Ils publient des cahiers thématiques qui sont très intéressants. Aujourd'hui, on sait bien que le consensus scientifique est celui d'un réchauffement climatique lié aux activités humaines et la hausse des températures a des effets sur les précipitations, l'évaporation, l'enneigement, la fonte des glaciers. Alors, tout à l'heure a été évoqué le grand cycle et le petit cycle de l'eau. Donc, juste un petit schéma pour rappeler cette notion de grand cycle ici et de petit cycle ici. Donc, le grand cycle, c'est le cycle naturel de l'eau, avec le soleil qui fait s'évaporer l'eau des rivières, des océans, des mers, des lacs, etc., qui se retrouve sous forme de fines gouttelettes dans les nuages et qui retombe sur le sol sous forme de neige, de pluie, qui retrouve les rivières, les fleuves, etc., et qui s'infiltre également dans le sol, ici dans les nappes phréatiques, avant de se retrouver dans les océans et les mers et de recommencer ce cycle. Et puis ici, le petit cycle de l'eau, donc ce cycle qui correspond à l'usage de la ressource par l'homme et qui désigne le parcours que l'eau emprunte du point de captage dans la rivière ou dans la nappe phréatique et jusqu'à son rejet dans le milieu naturel. Donc, ce circuit, ce petit cycle de l'eau comprend le circuit de l'eau potable et celui du traitement des eaux usées. C'est juste un petit rappel. D'autres éléments d'information liés au changement climatique en région. Donc, déjà aujourd'hui, on observe des phénomènes de pluie extrême. On en entend parler avec des pluies de plus en plus fortes et de plus en plus fréquentes. Des problèmes de ruissellement, de crues évidemment, avec une augmentation de l'exposition au risque de crues qui repose surtout sur l'augmentation de la densification de la population et l'extension des zones urbanisées dans les dernières décennies. J'ai mis également 2 photos qui ont été prises à Saint-Martin-de-Vésubie dans les Alpes-Maritimes suite à la tempête Alex qui s'est déroulée en octobre 2020. On voit bien ici un pont qui a été complètement détruit et des bâtiments qui sont vraiment mis en danger. Donc des dégâts considérables. Des effets aussi sur les cours d'eau en Méditerranée avec une baisse des débits moyens annuels d'environ 20% à l'horizon 2050, des débits d'étiage estivaux plus faibles et pendant des périodes plus longues. Alors les débits d'étiage, l'étiage c'est la période de plus basses eaux dans un cours d'eau, donc des cours d'eau dans lesquels il y aura encore moins d'eau aux périodes déjà les plus critiques et pendant des périodes plus longues. Des périodes d'assec également plus longues et pour de plus nombreux cours d'eau encore. Et puis des effets sur les eaux souterraines avec des nappes qui se rechargent moins, des zones géographiques pour lesquelles les prélèvements en eau risquent d'être supérieurs à la recharge. En conclusion, donc les pressions sur la ressource en eau liées aux usages vont augmenter et le risque de ne pas pouvoir soutenir tous les usages se profile bien. Juste une petite parenthèse pour préciser peut-être un petit peu la répartition entre usages à l'échelle régionale, hors hydroélectricité. Donc, ce sont des chiffres qui avaient été également présentés par la région, l'Agence de l'eau et l'Adréal lors de la journée sur la ressource en eau de l'AMI de l'année dernière, avec l'irrigation en usage prépondérant, plus l'alimentation en eau potable qui arrive juste derrière. Sachant que les autres usages, bien sûr, sont représentés ici aussi avec des lieux de promenade de ressourcement, donc des usages de tourisme aussi, d'activités sportives, l'usage pour l'industrie et puis l'usage aussi pour le milieu qui doit conserver suffisamment d'eau et en suffisamment bonne qualité pour permettre aussi la vie dans ces cours d'eau et donc une biodiversité. Puisqu'il faut noter que 50% des cours d'eau régionaux sont identifiés comme réservoirs de biodiversité aussi en région. Donc, d'où l'importance, effectivement, de s'adapter au changement climatique en connaissant tous ces éléments d'information.
Alors, quel est l'objectif de cet appel à manifestation d'intérêt? Eh bien, la région, l'Agence de l'eau et l'ARB, comme il a déjà été dit en introduction, ont décidé de proposer un accompagnement collectif à une dizaine de PCI pour favoriser une gestion intégrée de l'eau et des milieux aquatiques et une meilleure prise en compte des enjeux de l'eau et des milieux dans les projets de territoire. Comment? Eh bien, en apportant des connaissances à des équipes pluridisciplinaires d'agents. On parle bien de décloisonnement des services pour mieux comprendre donc les enjeux de l'eau et des milieux aquatiques, mettre en place une méthode de travail interservice, faciliter la collaboration avec les gestionnaires de milieux aquatiques et porter des projets plus résilients et plus efficients. Donc ici, j'ai listé un petit peu les services concernés. Donc bien sûr, les services liés à l'eau, eau potable, assainissement, eau pluviale et GEMAPI, développement économique, aménagement, urbanisme, agriculture, voirie, déchets, communication, etc. L'eau est vraiment transversale. Alors, sur quoi repose ce dispositif d'accompagnement collectif? Sur des journées thématiques qui ont été co-construites, comme ça a déjà été dit aussi avant, avec les partenaires institutionnels, Agence de l'eau, Région, DREAL, OFB, et puis des experts tels que des gestionnaires de milieux aquatiques, donc des syndicats de rivières pour la plupart, des agences d'urbanisme, des associations d'éducation à l'eau, par exemple. On a donc travaillé sur la définition des thématiques et aussi sur la trame globale un petit peu de ces journées. Donc, pour acquérir une culture commune à ces équipes pluridisciplinaires, bien sûr, il est demandé que chaque agent, chaque participant participe à toutes les journées. Et on a donc réparti 3 journées en 2022 et 3 autres journées en 2023 pour ce cycle de 6 journées au total. Donc, vous voyez les thématiques, hein, les milieux aquatiques, avec tout ce qui parle de GEMAPI, de prévention des inondations, entre autres. Journée ressources en eau, avec l'alimentation en eau potable, la préservation de la ressource, les économies d'eau, par exemple. La journée sur les pollutions, avec présentation de ce qu'est un schéma directeur d'eau pluviale, schéma directeur d'assainissement, les différents types de pollution. La journée sur la gestion alternative des eaux de pluie dans un projet d'aménagement. Là, bien sûr, on parle de réflexion stratégique dans le cadre du projet d'aménagement pour mieux gérer les eaux de pluie et de façon surtout alternative avec les fossés, les noues, etc. La journée concernant les documents d'urbanisme, où là, on parle d'outils à décliner dans des PLU, dans des SCOT. Et puis la dernière journée sur comment partager les enjeux de l'eau avec le public, où on parle par exemple de démarches participatives autour d'un projet, et on montre des outils de façon très concrète de sensibilisation et d'éducation à l'eau. Ensuite, on réalise aussi un suivi des actions avec les EPCI qui sont engagés. Donc, je garderai le contact avec les EPCI, même après la dernière journée de ces cycles de 6 journées, pour m'entretenir avec eux des projets, où est-ce qu'ils en sont, comment est-ce que ça avance, et puis peut-être leur fournir aussi des éléments de connaissance si besoin, des contacts, etc. Enfin, voilà. Alors, sur le contenu des journées, un petit peu plus de précision, ça repose surtout sur des retours d'expérience très nombreux, donc, où là, on a des collectivités, des syndicats de rivières, des associations, des bureaux d'études, des agences d'urbanisme qui interviennent pour vraiment apporter leur retour d'expérience. Et puis des exposés, souvent réalisés par des acteurs publics, Région, Agence de l'eau, DREAL, OFB, Agence régionale de santé, etc. On a fait aussi des visites de terrain, et puis des ateliers et des temps d'échange entre PCI participants. Quel est le calendrier de l'AMI lancé donc, cette année? Donc, cette ouverture de l'AMI au 1er février. Donc, on a transmis l'information à tous les EPCI de la région, donc à la fois aux présidents des EPCI par courrier postal, mais aussi avec de nombreux mails envoyés au DGS, envoyés aux directeurs généraux, aux directeurs des services techniques, aux chefs de service, aux chefs de pôle liés à l'eau, etc. Tout ça, c'est parti mi-janvier. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'on vous a aujourd'hui dans ce webinaire. Du coup, les dates limites de réception des candidatures, la date limite est fixée au 15 avril. Une période d'évaluation des candidatures jusqu'au 6 mai. Et puis le 10 mai, on réunit le comité de sélection, donc Agence de l'eau,
région et Arbre. Ensuite, on notifiera les décisions aux candidats autour du 13 mai. Et on a prévu une réunion de lancement avec les EPCI qui seront partants cette année. Cette réunion devrait avoir lieu le 9 juin. Et puis, on débuterait les journées à partir de juin 2022 et jusqu'à juin 2023, avec une réunion de clôture qui aura lieu juste après. Alors maintenant que vous savez un petit peu tout ce qu'il y a dans cet accompagnement collectif, peut-être que vous vous posez la question, mais comment faire pour candidater? D'abord, constituer une équipe projet interservice avec un agent référent. Donc, il y aura une petite fiche de candidature à remplir, à compléter. S'engager dans le dispositif avec un règlement à faire signer par le DGS. Assurer un portage politique avec un élu référent. Mobiliser l'équipe projet, donc bien expliquer que c'est un accompagnement collectif pour avoir une connaissance en commun sur les enjeux de l'eau sur un territoire, donc une participation de chacun aux 6 journées. Et puis rédiger une lettre de motivation qui explique un petit peu quels sont les enjeux de l'eau sur le territoire, quelles sont les attentes de la collectivité vis-à-vis de l'accompagnement proposé, et puis quels sont les projets en cours ou à venir, et puis aussi un organigramme des services. Bien sûr, tous ces documents sont à télécharger sur le site de l'ARB et à m'envoyer par mail. Donc, mon contact figure aussi sur le site. Bien sûr, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions de façon plus poussée si vous le voulez, par téléphone, par mail. On peut aussi organiser une réunion pour discuter de ce dispositif avec plusieurs personnes dans vos structures. Et vous pouvez aussi laisser vos coordonnées dans le volet discussion pour que moi-même je puisse vous contacter. Je pense que maintenant, on a peut-être une petite dizaine de minutes à consacrer à vos questions, si vous en avez déjà. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Alors, dans le chat, il y a des questions. Est-ce que tu pourrais remettre la diapo précédente, peut-être pour prendre tes coordonnées? Ah oui, Si tu voilà, veux, parfait. elle est affichée. Oui, Et merci. ensuite, il y a une demande pour la présentation d'aujourd'hui. Quand est-ce qu'elle sera disponible? Ah ok. Oui, bien sûr. On a enregistré on enregistre cette réunion pour pouvoir la mettre en replay sur le site de l'ARB à partir de peut-être dans une quinzaine de jours peut-être. Et en fait, c'était pas cette diapo, c'était celle d'encore avant qui était attendue. Donc sans doute le calendrier. Bon, ça, voilà, comment candidater. D'accord. C'est bon, c'était bien celle-là. D'accord. Alors, si vous voulez poser les questions à l'oral, hein, n'hésitez pas. Dans le volet, je crois que c'est réaction, on peut lever la main. Et du coup, on peut vous passer la parole sans problème. On est là pour échanger. Hein. N'hésitez pas. Alors, il y a une personne. Oui, bonjour. Bonjour. Véronique Lortios de la DGAO Assainissement à la métropole Aix-Marseille-Provence. J'ai une question quand vous parlez de projets et d'équipes interservices. Les projets pour vous, c'est quoi? C'est des projets d'aménagement, de travaux? C'est quel genre de type de projet? Alors, c'est des projets dans lesquels dans lesquels l'eau a une place de toute façon, et un projet sur lequel vous comptez bien mettre en place, par exemple, ce travail en transversalité, et que vous souhaitez mettre un petit peu en avant et sur lequel vous pourriez appuyer un petit peu votre demande et votre motivation pour participer à cette AMI, par exemple. Effectivement, à l'échelle de la métropole Aix-Marseille, je suppose qu'il y a beaucoup de projets, donc… Oui, et bon, c'est pour ça que je participe à ce webinaire-là. C'était justement pour voir un peu Parce que finalement, c'est plutôt… je vois qu'après, il y a une autre collègue d'Aubagne qui parle, oui. Mais donc c'est plutôt, dans mon esprit, c'est plutôt les porteurs de projets d'aménagement qui devraient monter ces groupes-là et faire intervenir des services comme le nôtre qui portent l'eau, l'assainissement pluvial, plutôt que nous, parce que nous, finalement, nos projets ne sont pas des projets forcément
d'aménagement au sens, ce que vous disiez tout à l'heure, là, d'aménagement de secteurs de voirie, des imperméabilisations, ce genre de choses? Alors, on peut le voir de différents points de vue. C'est vrai qu'il faut trouver un agent référent qui soit moteur. Ça pouvait être aussi un agent de service assainissement, par exemple, hein. Ouais. Ça dépend un petit peu de la constitution de votre équipe. Après, dans les projets qui concernent l'eau, il y a quand même aussi de la transversalité à mettre en place. Souvent, on travaille quand même en silo, hein, eau potable, assainissement, pluvial. On voit bien que tout est quand même lié sur le terrain. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un d'autre ou l'agence de l'eau ou la région voudrait intervenir pour pouvoir répondre aussi. Ah, Patricia, du coup, de la métropole territoire d'Aubagne, Pays de l'Étoile. Tu peux ouvrir ton micro. Voilà, on t'entend. Le son et l'image, je ne sais pas si... Oui, on te voit bien et on t'entend bien. Oui, pour répondre sur effectivement la métropole, parce que la maison est grande et beaucoup de choses différentes. Je vais l'expliquer un peu tout à l'heure. Nous, on est parti de l'expérimentation autour de la zone des Palus parce qu'on était sur une zone d'activité en train de travailler déjà sur ces thématiques et qu'on avait déjà travaillé de manière transversale sur ce sujet avec la DTTM, l'agence de l'eau, l'ARBE, bien sûr. Mais et c'est sûr que c'est moi qui étais la référente alors que je suis sur le volet développement aménagement, mais très en lien avec le service économique et le service assainissement pluvial. J'allais dire tellement près que presque confondu. Et l'avantage que ce soit porté par les gens de l'assainissement du pluvial, c'est que la thématique technique est complètement maîtrisée. Et donc, c'est aussi facile d'entraîner les autres. Ce que dit mon collègue directeur des espaces publics, c'est qu'à la fin, je vais finir par en savoir plus qu'eux. Et c'est ça tout l'objet. C'est que, comme vient de le dire Annelise, ce qui est important, c'est de trouver quelqu'un qui a envie d'être moteur et qui va pouvoir entraîner les autres. Et quand même, le fait que ça parte du service pluvial assainissement, ça a comme avantage de bien maîtriser le sujet et de comprendre quels sont tous les gens qui doivent être autour de la table pour avoir cet effet d'entraînement. Et ce serait du coup quand même à nous de trouver un projet dont on n'est pas pilote au départ, quoi. Oui, et c'est pas important. Par exemple, sur les Palus, il y a plein de projets portés par différentes structures. Là, c'est sûr que tant qu'on est été à l'échelle du territoire, la compétence zone d'activité étant une compétence métropolitaine, c'était facile que ce soit le service éco, en fait, qui porte et finance la plupart de la démarche. Bien sûr. Mais croisé avec le pluvial et l'assainissement, et moi qui venais y mettre cette touche de transversalité. D'accord. Voilà. Donc, en fait, c'est trouver des gens qui ont envie de faire et qui vont entraîner les autres. D'accord. Ce que je vais dire tout à l'heure, c'est que, en fait, même si on n'arrive pas à entraîner tout le monde, le fait qu'on sorte justement du cloisonnement habituel et qu'on soit avec d'autres à l'extérieur, ça fait plus vrai. D'accord. Ça devient réel puisqu'il y en a d'autres qui parlent le même langage. Donc, ça devient vrai de travailler en transversalité. Okay. Donc, j'ai levé la main pour compléter ce que dit Patricia. En effet, ce qui est important, c'est la dynamique. Et c'est pas grave si pour l'instant, vous n'avez pas identifié un projet à travailler ensemble. C'est aussi l'objet de cet accompagnement. C'est de faire émerger également peut-être des projets ou de voir si au départ peut-être c'est vrai que vous n'auriez pas identifié un projet, en tout cas celui-ci, et en participant aux différentes journées un peu tous ensemble, du coup vous allez peut-être dire ah bah oui on va se lancer sur ce projet-là, ou en tout cas on va travailler sur ce sujet sur lequel vous êtes déjà dessus mais que vous n'avez peut-être pas abordé de la même façon. Donc il n'y a pas
pas forcément nécessité d'avoir déjà un projet identifié au démarrage de cet accompagnement, hein. Voilà, je voulais juste préciser ça. L'importance, en effet, c'est plutôt, voilà, par contre, d'avoir une personne moteur. Et effectivement, ça, c'est important, comme disait Patricia, par contre, d'entraîner les autres, parce que c'est vraiment l'objectif, c'est que tout le monde participe et entende du coup les différents sujets, même si au départ, c'est peut-être pas le sujet sur lequel les personnes iraient. D'accord, merci. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir? Voilà. Ah, voilà. Oui, vous m'entendez, Sébastien Feutry Oui. pour le Grand Avignon. Allez-y, allez-y, Oui. on vous entend bien. Évidemment, donc pour le pôle eau assainissement et GEMAPI du Grand Avignon. Donc au Grand Avignon, la maison est un peu plus petite qu'à la métropole. Mais néanmoins, tous ces projets, effectivement, ça nous parle, puisqu'en fait, sans vilain jeu de mots, on baigne dedans. Donc effectivement, tout à fait disposé à candidater pour être associé à cette démarche. Hein, parce qu'effectivement, le fait qu'aujourd'hui, le petit cycle et le grand cycle se rejoignent par l'ensemble des études fait que bon, il y a beaucoup de choses à faire. On est beaucoup sollicité. L'agence de l'eau pousse aussi beaucoup. Dans le cadre, nous, du contrat d'agglo, on est sur des dossiers type ressources stratégiques sur nos principaux champs captants. Effectivement, la réglementation bouge beaucoup dans le domaine de l'eau potable avec le décret 2020-1762. Enfin, je pense que ça vous parle aussi. Donc, effectivement, on est vraiment concerné. La GEMAPI, alors pour l'instant, on en est aux autorisations de nos systèmes d'endiguement, mais effectivement, il y a beaucoup de sujets qui sont en lien avec aussi nos champs captants. Donc oui, le Grand Avignon veillera à candidater et à être présent à ces journées. Merci. Merci à vous. Bonne nouvelle alors. Alors, Mélanie Côté veut aussi prendre la parole. Allez-y, on vous écoute. Vous pouvez... Allô, allô? Oui, ça y est, on vous entend. Ça y est. Ok. Ça y est. Je peux même mettre la vidéo. Voilà. Alors, nous, c'est la communauté de communes du Sisteronnet-Buëch, donc la maison est beaucoup plus petite, pour ne pas dire très petite, on n'a pas du tout les mêmes problématiques, c'est très rural. Et notamment, on n'a pas, les communes, comme vous le disiez tout à l'heure, sont contre prendre la compétence, enfin laisser plutôt la compétence eau potable, assainissement. Est-ce que le projet d'une future prise de compétence eau potable, assainissement serait valable pour répondre à cet ami? Parce que nous, c'est ça qu'on voyait un peu. Commencer à créer une équipe projet quand on aura la compétence, finalement, ça va arriver vite, sachant que pour l'instant, on ne l'a pas encore. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Oui, oui. Okay. On avait une communauté de communes d'ailleurs dans votre cas et c'était aussi un de ces projets. Donc, oui, oui, bien sûr. D'accord. Bon, ben, ça répond à ma question. Voilà, sachant que pour la petite histoire, moi, je suis en charge de la GEMAPI et du plan climat. D'accord. J'ai assez bien la vision du grand cycle de l'eau, en tout cas, et voilà, et vivement qu'on intègre le petit cycle de l'eau. Ok, donc ça veut dire que votre collectivité serait partante peut-être pour candidater? Ouais, on y réfléchit. Ça a l'air assez bien engagé. Il faut que je discute avec mes collègues justement de l'urbanisme, du SPANC. Et quoi? Urbanisme, SPANC, tourisme. Enfin, voilà. Oui, oui, oui. Constituer une équipe, quoi. Parce que si je suis toute seule, c'est pas une équipe. Non, pas tout à fait. Et ben, revenez vers moi si vous avez besoin de plus d'informations aussi ou si vous voulez une petite réunion. Voilà, vous voyez de votre côté. Ça marche. Très bien. Je vous remercie. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser? Ou bien on poursuit?
Dans le chat, Emma, pas de questions, je suppose. J'avais pas activé mon micro. J'ai juste bien reprécisé dans le chat que le diaporama sera en ligne aussi comme l'enregistrement sur le site de la RBE. Et Oui. peut-être on pourra envoyer un mail aux participants pour les informer que les éléments sont en ligne. Oui, bonne idée. Ok. Alors, on va poursuivre. Voilà. Donc, avant de passer la parole à nos deux intervenants suivants, je voulais juste vous mettre sous les yeux la liste des intercos qui étaient présentes dans le cadre de l'AMI l'année dernière. Donc, la communauté de communes, la communauté d'agglomération, pardon, Ventoux, Contavenay-Saint, qu'on va entendre juste après. La communauté de communes Pays de Forcalquier, Montagne de Lure, la communauté de communes Provence-Verdon, la communauté de communes de Serponçon, donc la métropole Aix-Marseille-Provence pour le territoire Pays d'Aubagne et de l'Étoile, la métropole Nice-Côte d'Azur, donc en tout à peu près une quarantaine d'agents concernés. Donc vous voyez qu'il y avait vraiment des tailles d'interco différentes. On ne t'entend plus. Ah, on ne m'entend plus. Vous m'entendez là? Si? Moi, je t'entends. Moi, je vous entends bien. Ah, d'accord. Bon, parfait. Donc, je disais qu'il y avait des tailles d'interco différentes et que chacun avait, il avait quand même trouvé son compte, puisque j'ai fait un petit bilan là, qui n'est pas encore terminé, mais avec chacun des EPCI. Et en fin de compte, tout le monde a quand même dit qu'il avait acquis des connaissances dans différentes thématiques de l'eau, que ça avait donné envie aux services de plus collaborer ensemble et vraiment de voir tout l'intérêt de se mettre pour discuter des projets un peu plus en lien, en fait. Donc déjà, rien que pour ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ah, il y a une question. Le nombre maximum de participants. Le nombre maximum de participants À l'équipe projet est-il défini? Alors, il n'y a pas de nombre maximum de participants. En fonction de l'organisation de chaque EPCI, en fait, on a plus ou moins de personnel dans les services et plus ou moins de services. Donc, c'est à chacun d'évaluer un petit peu la liste des différents services à faire entrer dans cette équipe. Il y avait beaucoup de personnes, par exemple, pour les métropoles, un peu moins pour les communautés de communes, communautés d'agglo qui étaient là l'année dernière. Mais au final, les principaux services étaient représentés. Donc, il n'y a pas vraiment de limite. Nous, par contre, on a décidé de limiter à peu près une dizaine de PCI retenus par an pour ne pas avoir de groupe trop grand, pour pouvoir quand même permettre des échanges entre les personnes, que ce soit dans un climat convivial où chacun fasse connaissance aussi avec les autres équipes, etc. Donc, voilà. Mais si vous voulez, quand vous êtes en train de remplir le dossier de candidature, si vous avez des questions que vous vous posez, par exemple, sur qui je mets comme service, etc., on peut en discuter aussi. Hein. Sans problème, contactez-moi. Alors maintenant, je vais passer la parole, je vais arrêter de parler, et je vais passer la parole à François-Xavier. Il faut que je mette son diaporama aussi, donc je vais arrêter le partage pour partager avec un autre diaporama. Voilà François-Xavier Hubert, donc directeur des services techniques de la COV. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Je vois que les questions fusent, donc c'est bien, donc ça prouve bien qu'il y a un intérêt. Alors j'essaierai d'y apporter quelques réponses, si effectivement ça doit amener à poser des questions au sein des services. Donc effectivement, c'est aussi tout le but de l'AMI, à savoir que c'est pas la question d'une seule personne dans une collectivité, mais c'est bien l'affaire de toute une équipe pluridisciplinaire. Donc je vais vous faire un petit commentaire sur ma collectivité. La COV, donc la COV qui est, alors c'est Alice qui doit passer les diapos du coup, une petite situation géographique. Voilà, donc la COV c'est 25 communes, dont la ville-centre Carpentras, on est dans le Contavenay-Saint, et donc une ville-centre à 30 000 habitants jusqu'à des toutes petites communes à moins de 200 habitants.
Donc la COV, c'est une vieille communauté. En tout cas, elle est née à travers le district. Si Anis, tu veux bien passer la diapo. Anis, tu veux pas passer la diapo? Non. Alors, pourquoi ça marche pas? Vous m'entendez? Oui, on t'entend, mais on a perdu Adelise. Oui, je vois ça. Alors du coup, j'ai pas le diaporama, mais je vais essayer de continuer. Donc, la COV est née en 1966 à travers un district. Il y avait quasiment plus de 27 communes. En 2003, elle devient communauté de communes. Enfin, en 2002, elle est communauté de communes et en 2003, elle devient communauté d'agglomération. En 2004, elle met en place en fait son SCOT, son schéma de cohérence territoriale. Et comme tout à chacun, en 2018, ben, on prend la compétence GEMAPI, et on en discutera un petit peu tout à l'heure à travers trois syndicats, puisqu'on a redélégué la compétence. Et le 1er janvier 2020, en fait, on a pris la compétence eau, assainissement pluvial sur quelques communes de la collectivité, puisque on a un syndicat historique qui existe maintenant depuis quelques années, qui opère sur 5 PCI, donc qui reste quand même un partenaire. Et donc, à travers la collectivité, trois petites collectivités, encore sont, je vous dirai ça après. Quelques chiffres clés sur la collectivité. Donc, on est sur 70 000 habitants, 25 communes. Le PCI a 370 agents. On est sur une superficie de 53 000 hectares, dont 49 sur des espaces naturels. Donc, on est vraiment sur 39% sur des espaces agricoles et 12% sur de l'espace urbanisé. Donc, on est vraiment sur du rural. On est aussi bien encadré à travers des cours d'eau, donc 825 km. Donc, les problématiques existent. Donc, on en parlera aussi un petit peu tout à l'heure. Vous voyez des chiffres de fonctionnement 47 millions et de l'investissement 17 millions. Et bien évidemment, le tissu économique qui est quand même assez dense. Hein, on a quand même 5211 entreprises sur le territoire. Et donc, bien sûr, avec le géant de Provence, donc on a 16 380 lits. Alors, le géant de Provence, pour ceux qui connaissent le vélo, c'est donc bien sûr la montée mythique du Ventoux par le côté bédouin qui reste le Tour de France tous les 2 ans, et puis après côté Malocène et côté Sceaux. Donc un très beau département. Les villes les plus importantes pour ceux qui aiment aussi le vin, donc on a quand même du Gigondas, du Vaqueras, du Baume de Venise. Donc je ne fais pas la pub, mais en tout cas, vous voyez qu'on est bien entouré. Les compétences de la collectivité, donc je vous apprendrai pas, je les ai remis par principe, donc sur celles qui sont obligatoires. Et effectivement, on retrouve bien les problématiques à travers la MIS, et qu'il y a bien du développement économique, de l'aménagement de l'espace, l'eau, l'assainissement, la gestion des milieux aquatiques et les eaux urbaines. La politique de la ville aussi un petit peu, et puis après bon, des supplémentaires qui sont la voirie. Et puis on a aussi des prestations de services, et on a aussi de l'assistance à maîtrise d'ouvrage qu'on distille à travers des conventions, à travers nos 25 communes, qui fera aussi un petit peu le pendant de comment je distribue ce discours sur la gestion de l'eau, jusqu'en fait à des projets qui sont communaux. Donc le territoire un petit peu plus précis, donc l'eau et l'assainissement sur trois collectivités. Ah, j'ai passé, excuse-moi Anise. Je vais vous parler voilà, du cycle de l'eau, puisqu'on a donc un service cycle de l'eau qui a été créé en même temps que la prise de compétences. Alors au départ dans l'équipe projet, donc j'avais mon responsable du cycle de l'eau qui était donc le référent. J'ai pris le relais, puisque à travers ce service, en fait, la commune, enfin en tout cas la ville-centre, a décidé de rejoindre le syndicat historique. C'est pour ça en fait que je dirais que la personne a rejoint le plus gros du travail qui était pour la ville-centre. Alors, on a quand même donc l'animation des 3 compétences, la GEMAPI, l'eau pluviale et l'eau et l'assainissement. On a donc mis en place une commission cycle de l'eau qui réunit 24 élus, et donc répartis en 3 groupes de travail qui sont dits auparavant, GEMAPI, eau pluviale et eau assainissement. Ça permet aussi de faire participer en fait nos décideurs.
et puis surtout aussi de leur parler des problématiques qui sont indues à cette gestion de l'eau. J'ai fait un petit focus sur l'eau et l'assainissement pour montrer un petit peu le territoire. Alors c'est vrai que des communes sont très attachées en fait à leur régie. Elles ont leur propre, on va dire, leur propre eau, donc elles veulent absolument garder ce travail en régie. Donc le PCI est en obligation quand même de prendre la compétence. Donc on a redélégué en fait à travers des conventions d'usage à travers ces communes pour on va dire ne pas froisser ou en tout cas rester faire du politiquement correct avec ces communes qu'on accompagne. Et donc la dernière directive étant en fait que les budgets devant être votés par le PCI, donc effectivement rapproche un petit peu les liens intrinsèquement à travers ces différentes collectivités. C'est des petites collectivités, mais en tout cas elles sont bien attachées à leur service. Alors la différence avec Vaqueras, alors Vaqueras c'est un petit peu Vaqueras lui pour l'eau potable est sur un autre syndicat que celui emblématique de la COV. Et l'assainissement c'est en prestation de service et l'ANC c'est aussi en prestation de service. C'est un petit peu la particularité de ça. On a voulu aussi donc parler un petit peu des trois compétences, donc l'eau et l'assainissement. Simplement pour vous montrer en fait l'enjeu qui est d'intégrer les problématiques liées à la ressource dans les politiques et les axes de développement de la COV, puisque avec trois acteurs différenciés, c'est toujours un petit peu compliqué Alors, je dirais quand même que c'est la partie la plus simple, puisque elle est quand même gérée depuis des années et on maîtrise, on va dire, assez bien l'eau et l'assainissement. C'est plutôt, je dirais, sur les autres parties qui sont les nouvelles, la GEMAPI et l'eau pluviale, où là, effectivement, il y a des nouveaux enjeux, ou en tout cas une vision peut-être, une vision différente à aborder les sujets. Donc, pour l'eau pluviale, là aussi, une particularité de la collectivité. Alors, c'est vrai que c'est des compétences qui ont été un petit peu forcées par rapport à la réglementation générale. Pour vous dire la vérité, le PCI n'était pas forcément chaude à reprendre une compétence eau pluviale parce que, mine de rien, c'est quand même un parent pauvre parce qu'en fait, au niveau du budget, vous n'avez, il n'y a pas de rentrée financière puisqu'il n'y a pas du tout de rentrée. Les communes sont plutôt sur des budgets principaux quand ils font des travaux de voirie, ils font des travaux pluviaux. Donc, ce qu'on a quand même mis en place, c'est qu'on va faire un schéma pluvial, mais intercommunal sur les 25 communes pour pouvoir en fait poser les problématiques. Puisqu'effectivement, 400 km de réseau, alors c'est des réseaux enterrés, mais il y a aussi beaucoup de fioles à ciel ouvert avec des canalisations à ciel ouvert. Donc, c'est vrai que c'est une vraie problématique. Et malheureusement, comme il pleut pas souvent et il pleut beaucoup, on oublie quelquefois les problématiques. Donc, c'est bien d'avoir en fait cette vision chapeau sur un schéma directeur d'eau pluviale. Donc, celui-là, il va être lancé cette année. Ça permettra aussi de pouvoir recueillir les données de chaque commune et de voir un petit peu comment elles perçoivent en fait l'eau pluviale. Est-ce que c'est un bien tombé du ciel ou est-ce que c'est des maux qu'il faut gérer quand on a des épisodes catastrophiques comme ceux qu'on a vécu pour Vaison-la-Romaine il y a très longtemps, mais en tout cas ça reste bien dans les mémoires. Et puis donc GEMAPI, là aussi c'est pareil, donc une compétence qu'on a prise mais qu'on a redéléguée à travers 3 syndicats et dont un tout petit qui va je pense disparaître et se raccrocher en fait à l'EPAGE. Donc on a 3 bassins versants. Donc on a l'EPAGE sud-ouest du Mont Ventoux, on a le syndicat mixte de l'Ouvèze provençale et le SIAN, donc qui est le syndicat intercommunal d'aménagement de la Nesque, qui va se raccrocher avec l'EPAGE. Donc on a mis en place en fait la taxe GEMAPI à hauteur de 10 € par foyer et on est en classification des digues. Alors là aussi, peut-être qu'à travers ces journées thématiques que vous allez faire si vous êtes lauréat de l'AMI, c'est que je pense qu'aujourd'hui aussi, il faut faire attention en fait que les digues ne sont pas forcément toujours la meilleure solution, si ce n'est de dire qu'effectivement, quand il y a des habitations derrière, ça reste compliqué, mais je pense aussi qu'il faut peut-être redonner aussi la place à l'eau et pas forcément toujours vouloir la maîtriser, la canaliser pour la jeter en fait chez le voisin ou en tout cas un petit peu en aval comme aujourd'hui on a l'habitude de le faire de façon, on va dire, systématique. C'est ce qui permet aussi de voir que l'AMI permet aussi peut-être d'aborder les choses différemment. Donc, pour répondre à des questions qui ont été posées tout à l'heure, l'équipe projet qui a été constituée
dans notre PCI, donc on a voulu y raccrocher donc le vice-président donc chargé au cycle de l'eau et aux travaux de voirie, un maire d'une petite commune. Donc quelque part, je pourrais dire que c'est pas forcément celui qui était le plus intéressé, puisque bon, généralement, quand on est en amont, on voit plutôt d'un mauvais œil cette façon d'aborder les choses à 25, puisque eux sont plutôt malheureusement pris par les feux de forêt qui sont un petit peu différenciés. Mais en tout cas, on a le mérite au moins d'avoir un élu chapeau. Donc moi qui malheureusement, enfin qui heureusement et malheureusement donc a été obligé de prendre la place du référent cycle de l'eau. Donc c'est vrai, effectivement, c'est quand même, je dirais, la tête de gondole, et je pense que c'est bien pour ceux qui voudraient faire des groupes de travail, c'est que c'est bien que celui qui gère l'eau, on va dire, dans 8 heures par jour, puisse être le référent, ça peut être intéressant. Et puis après, en fait, on a voulu vraiment être quelque chose de pluridisciplinaire. On a une petite EPCI, on a beaucoup de services, mais on a des services mono personnes, donc on a bien raccroché l'urbanisme, l'aménagement, l'environnement, le développement durable, la partie gestion des déchets aussi, ce qui est un petit peu importante, la partie communication qui aussi fait partie intégrante en fait de l'acculturation en fait de l'eau, et vous verrez que dans les journées des journées thématiques, c'est aussi important ce volet communication, ça peut être aussi très très intéressant, et bien sûr sans oublier le développement économique, parce que tout à l'heure on disait quel est le projet, vers quoi je peux tendre. Je dirais que tout projet aujourd'hui doit gérer l'eau, donc à un moment ou à un autre, il n'y a pas forcément en fait de projet spécifique, ou en tout cas c'est plutôt aussi peut-être d'offrir une vision commune sur comment je peux aborder l'eau aujourd'hui. Alors sans faire de jeu de mots, c'est moi qui ai fait le titre, donc j'ai dit Olami, parce que c'est vrai que c'est marrant ce terme, mais c'est qu'à un moment ou à un autre aussi, je pense qu'on a besoin aussi à un moment de sortir de ce silo et de refédérer en fait des services qui travaillent dans une même structure. Et c'est vrai que bon, l'amitié quelque part, ça permet aussi de développer ces passerelles qui aujourd'hui malheureusement tendent à disparaître, parce que malheureusement, on a un peu tous la tête dans le guidon, et quelquefois, c'est bête de pas voir en fait ce que fait le voisin, et quelquefois on parle des mêmes choses, et en tout cas on fait les mêmes choses. Donc moi je veux juste vous apporter, c'est que l'équipe projet donc normalement doit être là en permanence dans les 6 journées, alors qui ont été un peu réduites 3 et 3 par année, c'est bien, mais par contre il faut vraiment, c'est du temps passé, hein, c'est quand même une journée complète qui quelquefois est un peu loin des bases, mais en tout cas c'est important de dire attention, il faut vraiment qu'une fois que vous avez constitué l'équipe projet, il faut qu'elle soit assidue, et c'est pas toujours évident, donc il faut bien cocher le jour quand il y a les journées, parce que c'est important, et puis de perdre le fil, c'est un petit peu dommage. Par contre, moi, ce que je peux vous dire, c'est que il y a quand même beaucoup de points positifs. En tout cas, pour moi personnellement, et pourtant, j'ai commencé ma carrière dans le privé chez Bouygues en Alsace, et après j'ai fait de l'eau et de l'assainissement. J'étais à la communauté urbaine de Strasbourg à l'eau et l'assainissement aussi, plutôt l'eau potable. Et même aujourd'hui, à travers ces 6 journées, en fait, j'ai appris des choses, parce que les choses évoluent, et je pense que la gestion de l'eau aussi doit peut-être sortir de ces réseaux et d'être abordé un petit peu différemment. Et il y a des beaux exemples qui seront faits dans ces journées thématiques. Donc, effectivement, là, ça permet d'avoir une vision à 360 degrés sur les enjeux liés à la gestion anticipée. C'est vraiment très, très important, parce que on voit bien, en fait, toutes les strates nécessaires, hein, autant du SCOT, donc qui est pour moi, on va dire, une vision chapeau, jusqu'à aujourd'hui, en fait, les SRADET, les SDAG, après les PLU, et après les projets vraiment spécifiques au niveau communaux, avec nous, cette chance d'assister en fait, d'assister les collectivités dans leurs projets, de bien en fait voir quelle est l'incidence en fait, comment a été aperçu la vision de la gestion, et jusqu'à en fait un petit projet qui, mine de rien, pourrait aussi avoir une importance sur cette gestion anticipée de l'eau. Après, donc, effectivement, ça permet aux différents acteurs de l'équipe projet d'appréhender les enjeux et les problématiques au sein de la même collectivité. Donc là, effectivement, je dirais de l'efficience et de la transversalité. Je me suis rendu compte, même moi, que dans mon équipe projet, Amandine, qui fait partie de l'aménagement, on ne se voit pas souvent, et pourtant, on parle des fois d'une même son de cloche, mais en fait, comme chacun est dans sa paroisse, en fait, on s'entend plus. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, vous verrez un petit peu ce qu'on a essayé de mettre en place pour essayer aussi de refédérer, ou en tout cas de travailler cette amitié professionnelle qui permet en fait cette transversalité.
Et puis après, effectivement, je pense que c'est important, moi, au niveau de service technique, c'est toujours cette dynamique de groupe. Et en tout cas, c'est de vraiment bien fédérer au niveau des groupes. Le lot n'est pas forcément la problématique de celui qui gère le cycle de l'eau ou de l'eau de l'assainissement. C'est vraiment en fait une problématique entière d'une EPCI ou d'une collectivité. Donc, ce que j'ai, en tout cas, ce qu'on a réfléchi, c'est qu'effectivement, comme on se voyait pas souvent, on s'est dit, on va se forcer à se voir au moins sur une réunion transversale semestrielle avec l'équipe projet, et que chacun en fait fasse l'expérience, en tout cas, de ce qu'il a mis en place dans son service à travers en fait la gestion anticipée de l'eau. Donc chacun va pouvoir en fait dire, moi, voilà ce qu'il en est. Donc effectivement, l'aménagement à travers le SCOT, mais à travers le plan climat et énergie sur lequel on a fédéré, sur ceux qui travaillent aussi sur les petites villes de demain, donc sur les centres-villes, la gestion différenciée de l'eau, la gestion anticipée de l'eau, donc c'est important de le faire. Donc à travers cette réunion transversale, de pouvoir en fait connaître la problématique des uns et des autres. Et puis la deuxième action, c'est de dire, pourquoi pas en fait aider ceux qui mènent des projets à se poser en fait les 10 questions ou les 10 bonnes questions. Et en fait, comme ça, on peut redécouler ou on peut redéfinir et faire défiler en fait toutes les problématiques des uns et des autres, qui permet en fait de vraiment se poser cette question de dire pourquoi aujourd'hui j'en suis réduit à gérer l'eau, parce qu'à un moment ou à un autre, voilà la philosophie d'un territoire. Et je pense que les techniciens que nous sommes, s'ils connaissent la stratégie d'un territoire, ça permet aussi peut-être d'apporter une pierre à l'édifice, et aussi d'avoir en fait ce retour de terrain qui remonte en fait à ces gens qui font du schéma directeur, qui permettent de dire voilà ce qu'on peut mettre en place, ou en tout cas cette philosophie-là, voilà qu'est-ce qu'elle a, comment elle s'est découlée et comment elle s'est affinée au niveau technique sur le terrain, et en fait essayer de faire cette émulation permanente pour qu'on puisse prendre en fait les bonnes décisions et en tout cas de gérer au mieux en fait cette problématique qui est là. Donc voilà. Donc j'ai voulu à le dernier heure dire quelques exemples pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc dans les 10 questions, quelles sont les directives dans le SCOT? Quelles incidences pour mon projet? Existe-t-il des données? Donc ça permet aussi que le chef de projet puisse se dire effectivement, voilà les problématiques en amont, c'est important. Comment elles sont découlées et comment elles se déclinent en fait à travers les PLU, puisqu'en plus on accompagne nos collectivités, donc c'est aussi important. Donc d'une vision de territoire, on revient à la parcelle, et puis après on revient aussi à l'échelle du projet. Donc c'est aussi important. Donc c'est dans mon projet comment j'aborde cette problématique, et à un moment ou à un autre quelles sont les innovations possibles. Et aujourd'hui peut-être de voir que on ne gère plus l'eau comme on a géré il y a 10 ans ou il y a 15 ans. On ne canalise pas pour jeter dans un cours d'eau pour qu'après on ait ça. Aujourd'hui, c'est bien cette gestion anticipée, c'est que de se réapproprier l'eau comme un bien et non pas en fait comme un mal ou comme un mot qu'il faut absolument se débarrasser. Je pense qu'aujourd'hui, ces 6 jours, c'est une journée thématique, vous montrera en fait les avancées techniques aujourd'hui. Et franchement, même moi, je pensais pas qu'on pouvait gérer l'eau comme ça aujourd'hui. On voit bien qu'il y a même des études sur des toitures terrasses qui sont formidables sur on remet l'eau dans la ville alors qu'on voulait l'enlever. Aujourd'hui, on remet l'eau. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pour moi très important. Donc à travers ces 10 questions, aider aussi même des gens qui sont pas forcément du domaine, de pouvoir en fait aborder ces problématiques et trouver vraiment des solutions concrètes pour un projet, et peut-être même de façon innovante. Et donc à travers de répondre vraiment à ces problématiques de plan climat, de gestion anticipée, de la GEMAPI jusqu'à des réseaux enterrés. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est un beau retour d'expérience. En plus, bon, je ne devrais pas le dire, mais c'est vrai que la qualité en fait est à noter, et je remercie alors Amélie, que je vais tutoyer, mais bon, tant pis, on avait dit qu'on le ferait pas, mais j'ai trouvé franchement que ces 6 journées étaient vraiment pas du temps de perdu, et pour moi, ça a même permis en fait de recréer une dynamique de groupe. Et ces 10 questions, j'espère que sous une année, en fait, on puisse bien les mettre en œuvre, et puis pourquoi pas le repartager à travers des expériences futures, à travers les amis. Voilà, j'en ai fini. Je reste à votre disposition pour des questions, si vous avez des questions.
Merci beaucoup. Désolée pour le petit cafouillage du début pour ta présentation. Bon, voilà, c'est les contraintes du direct. À chaque fois, on le dit, dans une visio, il y a toujours un petit moment où ça cafouille un peu. Bon, bah, c'est pour de vrai, hein, donc voilà. Désolée. Merci beaucoup en tout cas pour ta présentation. Est-ce qu'il y a des questions que vous voudriez poser suite à cette présentation? N'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y en a dans le chat ou si quelqu'un veut prendre la parole, demander des précisions ou revenir sur un point particulier. Il y a une demande de précision dans le chat. Enfin, je vais vous lire la question. C'est quand vous parlez du syndicat historique d'AEP de la COV, vous parlez bien du syndicat Rhône Ventoux. C'est ça, tout à fait. S'il n'y a pas d'autres questions, une personne. Allez-y. Pour l'instant, on ne vous entend pas. Monsieur Decolle. Est-ce que vous avez bien remis votre micro? Voilà, vous pouvez parler. Pour l'instant, on ne vous entend pas. Est-ce que Monsieur Decolle nous entend? Alors, votre micro est coupé. Là, il est remis. Ma collègue vous l'a rouvert, mais on ne vous entend toujours pas. Est-ce que vous pourriez poser votre question dans le chat et Emma nous la retranscrira? Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question? Voilà, je ne sais pas si M. Decolle a eu le temps de poser la question, de l'écrire du moins dans le chat. Alors, on va peut-être passer à la présentation. C'est bon, la question voilà. peut être rédigée. Alors, ma question était sur les eaux pluviales non urbaines. Avez-vous pris en compte cette problématique qui doit être présente sur tout votre territoire? Alors, urbaine, c'est toujours pareil, la définition d'urbaine sur une collectivité, enfin sur une EPCI comme la nôtre, à part la ville-centre, je dirais que nous, on a pris, dans le schéma directeur, pour nous, c'est tous les eaux de ruissellement. On peut pas s'arrêter aux eaux urbaines parce que pour moi, ça veut pas dire grand-chose. En fait. Donc, il y aura une interactivité en fait entre nous, entre l'eau pluviale et entre les syndicats. Entre les syndicats, mais GEMAPI, les syndicats GEMAPI. Parce que ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, en fait, on est obligé de considérer tous les eaux de ruissellement. Il y a très peu, de toute façon, en plus de collectivités qui sont équipées d'un réseau souterrain, à part la ville-centre et peut-être la première couronne. Mais après, en fait, ça reste que des eaux de ruissellement à travers la voirie. Donc, effectivement, moi, je suis obligé de prendre en considération l'intégralité en fait de l'eau qui tombe sur le territoire et je fais fi. Enfin, en tout cas, c'est compliqué de dire les eaux urbaines, pas urbaines. En tout cas, pour moi, c'est la gestion complète de l'eau de ruissellement. Merci pour ces précisions. Du coup, je pense que c'était peut-être la dernière question. Je vais partager l'écran pour la présentation de Patricia Spano. Patricia, si tu nous entends. Oui, commence, on va tester. Alors, regarde. Voilà, c'est en plein écran et tu peux... Voilà, on t'écoute. Donc,
Je suis donc membre de la métropole Aix-Marseille-Provence et je travaille sur le volet développement-aménagement en lien, comme je le disais tout à l'heure, avec le service économique et le service espace public, eau pluviale, assainissement. J'allais dire au minimum. Mais il se trouve que physiquement, on est tous regroupés au même étage avec le foncier, l'économie, l'aménagement. Et il me manque que le SIG qui est précieux pour moi. Tu peux continuer, s'il te plaît? On est donc le territoire du Pays d'Aubagne et de l'Étoile, à l'est de la métropole Aix-Marseille, qui est en cours de mouvement, puisque la loi 3DS a été promulguée le 31 janvier, et donc les territoires vont disparaître au niveau d'une, enfin au bénéfice d'une nouvelle organisation qu'on ne connaît pas encore trop. Mais pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure avec la collègue de la métropole, peut-être que c'est intéressant de trouver jusqu'en juin, et donc par rapport aux candidatures, un support auprès d'une dynamique structurée sur un des territoires qui pourrait peut-être être le porteur, mais en tous les cas, ce serait vraiment dommage qu'il n'y ait pas une suite des différents supports de la métropole pour un projet, pour un futur projet AMI pour l'année prochaine. Donc, on est un petit bout du territoire métropolitain à l'est du territoire, qui est aussi une porte d'entrée avec le 83 et en lien avec l'Yvonne, on va le voir. Tu peux continuer, s'il te plaît? Annelise? Voilà quelques images pour vous montrer la diversité de notre chatoyant territoire au pied du Garlaban, cher à Pagnol. S'il te plaît. Alors, cette image vient vous synthétiser l'ensemble des services qui ont été positionnés pour participer à l'AMI Eau, sous l'égide de la DGS de l'époque. Et donc, on voit bien qu'il y a à la fois l'aménagement, le développement, le volet risque, le volet espace public, le volet économie, la planification urbaine, parce que mener des projets sans savoir comment ça se traduit, en plus au moment où on est en train de travailler le PLUI, c'était bien dommage. La mobilité et la circulation, parce que la plupart des projets sur lesquels on travaille sont en lien avec le service, la DGA Mobilité, à la fois sur un transport en commun en site propre au travers de la zone d'activité ou d'un Valtram de l'autre côté du territoire. Aussi le service agriculture-forêt, parce qu'ils sont aussi intéressés fortement par les questions de l'eau et viennent être mitoyens des projets en cours. Le volet collecte des déchets, même si on n'a pas bien réussi à les attraper, mais en tous les cas, ils savaient qu'ils avaient une oreille sur cette question. Et le service communication, parce que c'est le service qui était en lien avec les élus et le président. Je vous ai aussi rappelé l'ensemble des partenaires sur lesquels on travaille sur ces questions. L'État, la DDTM avec un appel à projet ville durable et gestion de l'eau, je ne sais plus exactement comment ça s'appelait, qu'on avait travaillé sur la zone des Palus très imperméabilisée, justement, en 2018. La région PACA, qui est un de nos partenaires écofinanceurs, le conseil départemental, parce qu'il est présent partout, et l'agence de l'eau, qui est notre support de cofinancement de l'ensemble des fiches actions portées par les différents contrats de milieu, contrats de rivière, PAPI, et maintenant contrats métropolitains. La SPL de l'eau, les autres partenaires aussi, mais surtout la SPL de l'eau, qui travaille avec nous en lien avec les entreprises et la question de la qualité des rejets. Bien sûr, le syndicat de l'Yvonne, qui va devenir un EPAGE, qui est notre partenaire favori quand on veut faire aboutir des choses et qu'au niveau de la métropole, on est un peu plus engoncé pour être réactif. On peut continuer à avancer. Voilà. Les premiers qu'on a mobilisés sur ces questions, c'est le service de la planification, qui était en train de réfléchir à son PLUI, mais pas forcément en tenant compte de la question de l'eau.
Et donc, on les a sollicités en leur disant peut-être tu peux passer la diapo suivante. Vous voyez sur cette diapo que l'Uvonne traverse notre territoire du nord au sud. Elle part de Saint-Zacharie, les sources de l'Uvonne sont à Saint-Zacharie, traverse toutes les communes jusqu'à la ville-centre qui est au Bagne pour aller jusqu'à l'Exutoire qui est à Marseille. Et donc ce fil conducteur, le fil de l'eau, est un élément très fédérateur pour les élus aussi. Et donc, ce que j'avais proposé au service de planification, c'est de travailler une APO dans le cadre du PLUI. Bon, ils m'ont d'abord regardé un peu l'air bizarre, et puis ils sont revenus le lendemain après leur temps de travail avec les élus en disant mais ils ont adoré parce que tout le monde s'y retrouve, y compris notre élu référent qui est l'élu de Cuges, où bizarrement, il n'y a pas d'eau en surface parce que c'est un polder. Je ne doute pas que vous savez ce qu'est un polder. Un polder, c'est une plaine fermée qui n'a pas d'eau en surface, mais elle a beaucoup d'eau souterraine qui viennent se déverser dans la Méditerranée à Cassis. Et donc, mais en tous les cas, partout, tout le monde est concerné par la question de l'eau. Et donc, ça a permis, au travers déjà de ce support de planification, de travailler avec les élus sur ces différentes questions de préservation de la ressource, de réduction de la vulnérabilité, de valorisation du cours d'eau, d'amélioration et d'aménagement des berges, de travailler la question du cycle de l'eau dans les projets d'aménagement, de travailler les questions de réserve des eaux dans les nappes, de travailler avec les partenaires, par exemple le parc naturel de la Sainte-Baume, de travailler toutes ces questions que l'on retrouvait dans les études de milieu et dans les différents contrats de milieu, et donc d'être à la convergence, comme un peu le cube du Rubik's Cube, qui finalement va trouver un peu des bouts de choses qui vont se concrétiser autour de cette proposition. Et le projet AMIO venait nous aider à faire un progrès encore plus sur cette question d'une formalisation transversale pour que chacun sache ce qui se passe avec les autres et vienne le partager autour de projets concrets. La suivante, s'il te plaît. Bien entendu, l'OAPO, alors l'OAP, c'est l'opération d'aménagement programmé qui va mettre en avant l'importance et la sensibilisation autour des questions de l'eau. Je ne vais pas vous annoncer tout ce qui est écrit, puisque vous aurez à disposition le support, mais ça permettait de travailler toutes ces questions de manière conjointe, à la fois avec les élus sur les 12 communes, mais aussi avec les services, puisque en particulier, tous les services urbanisme et techniques des différentes communes étaient sollicités pour venir contribuer à la construction du PLUI. La suivante. Donc l'OAP vient montrer qu'elle devient une référence obligatoire dans la réflexion de l'ensemble des projets d'aménagement individuels et collectifs qui se porteront à l'échelle du territoire. L'eau comme ressource, l'eau comme dans son volet paysage, la ville perméable et l'eau patrimoine. Pendant longtemps, l'eau, on lui tournait le dos. On tournait le dos à l'Uvonne, c'était l'arrière du jardin, c'était l'endroit où on mettait tous les amaragustas ou dont on ne savait pas quoi faire, avec une limite plus ou moins forte entre le public et le privé, d'autant que la part privée, elle va jusqu'au milieu du cours d'eau. Et donc, toute une connivence à trouver avec le syndicat de rivière qui, lui, a en gestion l'entretien et l'amélioration du cours d'eau. La suivante, s'il te plaît. Le premier dossier d'aménagement sur lequel on a travaillé, c'est le dossier de Camp-de-Sarrier. Quand on avait commencé à travailler avec l'État sur le projet de requalification et de désimperméabilisation de la zone des Palus, qui, elle, est une zone ancienne, là, on était sur une zone nouvelle. Et donc, on s'est dit que ce serait dommage de ne pas utiliser ces atouts pour les mettre en œuvre au service d'un projet nouveau. C'est ce que l'on a fait. Et la particularité, vous le voyez là, ce petit trait bleu, c'est que en amont, il y a la zone des Palus, et avec le cours d'eau, la zone des Palus est ici,
Au-dessus, il y a la zone d'activité de Gémenos. En bas à droite, hop, encore plus bas. Voilà, là, c'est la zone d'activité de Gémenos en bas. Et le cours d'eau, c'est effectivement le trait bleu sur lequel tu étais, Annelise, là, qui descend, qui passe sous la zone commerciale et qui va rejoindre l'Uvonne. Là, on est à la confluence entre le Fauges et l'Uvonne. Et donc, l'idée, c'était de construire ce nouveau projet d'aménagement à partir du cours d'eau. Ça a occasionné quelques incompréhensions. En me répondant, mais qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ce qui se passe avec un cours d'eau pour construire une zone d'aménagement à vocation économique? Sauf que en modifiant la lecture et en partant de la manière dont le cours d'eau allait être traité et comment il allait se positionner dans le fonctionnement de la gestion alternative de l'eau, on allait construire une zone d'activité différente. Les 3 schémas que vous voyez en bas, c'est les mêmes principes qu'on retrouve dans l'OAPO ou qu'on mettra en œuvre dans la zone des palus que je vais vous exposer tout à l'heure. Le principe, c'est de dire, on va faire de la rétention à la parcelle. Chacun doit garder le plus possible l'eau à l'échelle de sa parcelle, de préférence en toiture, sur les descentes, et gérer donc la trentenale en toiture et sur les descentes. Et donc, pour que cette eau récupérée soit retenue et vienne arroser les espaces verts en pied d'immeuble avec des parkings perméables. Et ensuite, sur la dernière diapo, on voit que à partir de la trentenale sur la voie publique et sur les noues en haut de berge, c'est le public qui va gérer la trentenale jusqu'à la centenale étant gérée par le cours d'eau. C'est ces principes d'organisation et de dynamique que l'on attend des porteurs de projets que l'on va retrouver dans l'ensemble des dossiers que l'on va essayer de gérer. La diapo suivante. Sur la zone des palus, donc zone ancienne très imperméabilisée, très artificialisée, on a 12% d'espace public et 88% de l'eau privée. Et là, on va venir faire converger l'ensemble des acteurs qu'on a listés dans l'équipe projet que l'on a mobilisée. Comment on fait pour travailler une requalification durable d'une zone ancienne? On a établi un schéma d'intention qui a pour fil conducteur le diagnostic hydraulique du fonctionnement de la zone, et le chemin de l'eau devient le chemin de desserte de l'ensemble de la zone, et le chemin de l'eau devient aussi le chemin piéton-vélo, donc une autre manière de lire l'espace et le fonctionnement. Le trait rouge que vous voyez est le passage du chronobus, qui va être un bus, pas toujours en site propre, mais qui va venir desservir la zone entre la gare d'Aubagne et la zone des plaines de Jouques sur Gémenos. Et donc, ça va nous donner l'occasion de retraiter et de requalifier l'espace public en ménageant quelques espaces verts qui vont collecter l'eau avec la voie qui va permettre de collecter l'eau. Les autres espaces publics sont traités dans le cadre d'une action portée par le contrat de rivière, avec les voies annexes et en particulier les voies annexes perpendiculaires dessinées en bleu. Sur la partie nord, vous voyez quelques petits méandres où aujourd'hui on a une zone qui est complètement artificialisée, et avec l'idée de travailler la renaturation du cours d'eau qui s'appelle le Fauges-Maire, en connivence avec la commune amont, qui est la commune de Gémenos, parce que quand la zone d'activité a été créée, ben, elle était toute seule, sur une plaine marécageuse, ça s'appelle les palus, mais par contre, la zone de Gémenos a été créée postérieurement, mais les questions de gestion de l'eau doivent se gérer en connivence entre l'amont et l'aval, plus avec la plaine agricole qui est de l'autre côté, au nord du cours d'eau. Travailler aussi la question du fonctionnement et des rejets des eaux de pluie sur la route départementale au sud, qui elle est gérée par le département. La R8
la RD8N, pour travailler à l'amélioration de la qualité des rejets vers les embus. Quand cette zone a été créée dans les années 60-70, le fait de rejeter de l'eau à un embut qui est en lien, un embut c'est une faille karstique qui est en lien direct avec la nappe phréatique. Et ce qui était possible il y a quelques années, j'allais dire sans question, demande maintenant plus de vigilance et de prudence dans la qualité des rejets sur les micro et les macro déchets, parce que c'est difficile ensuite de travailler à la dépollution, par exemple, de cette nappe, qui, elle, est en contact direct avec la mer, puisque l'eau qui s'infiltre dessous, elle se rejette ensuite directement sur Cassis. L'étape suivante. Quelques images pour vous montrer, pour vous rappeler donc le projet du chronobus. Sur le secteur nord, l'idée, c'est d'avoir une passerelle qui permette de traverser la zone d'activité industrielle pour aller vers le chemin des Palus, où pourrait être aménagé un cheminement piéton-vélo en lien avec la zone agricole, donc dans un espace plus ouvert, plus apaisé, et en renaturant le cours d'eau tout au long. Aujourd'hui, il est bétonné et il n'y a plus d'arbres du tout. Et sur la partie sud, de travailler aussi ces mêmes questions, tout en travaillant en même temps à l'intérieur de la zone d'activité avec les lots privés, dans le même principe que ce qu'on a vu tout à l'heure. Comment on fait pour avoir plus de rétention à la parcelle, en toiture, de capter, de retenir l'eau à la parcelle avec des espaces verts, de faciliter la filtration et l'infiltration pour retarder le plus possible le rejet au cours d'eau, et en plus de manière, j'allais dire, la plus propre possible, en captant en amont les déchets le plus possible. Désolée de t'interrompre, Patricia. Oui. Est-ce que tu peux juste accélérer un petit peu pour qu'on garde un moment de questions-réponses après ta présentation? Continue. Quelques images sur la partie, donc les images du haut, c'est sur le secteur Foge-Maire avec le chemin des Palus. La représentation du Foge, vous le voyez, ça ressemble à un caniveau et plus du tout à un cours d'eau. Et la partie sud, c'est la requalification de la RN8 qui a bien besoin de trouver un autre aspect. Pour la diapo suivante. Donc, ce que nous a amené à MIO, c'est de permettre à l'ensemble des services concernés. Désolée, l'enregistrement de ce webinaire a été brutalement interrompu en raison d'une coupure Internet dans nos locaux, indépendant de notre volonté bien sûr. Heureusement, la présentation de la métropole Aix-Marseille-Provence, territoire d'Aubagne, Pays de l'Étoile, qui était réalisée par Patricia Spano, était pratiquement terminée. Il nous restait simplement cette diapositive à diffuser, voilà qui est fait. Je voulais juste remercier les participants et les intervenants à ce webinaire. Et puis, merci à vous qui venez de le visionner. Au revoir.